Cette enveloppe a tout changé. Ma mère l'a fait glisser sur la nappe en lin, sa bague en diamant captant la lumière. Ma sœur s'est penchée, son téléphone prêt, prétendant que c'était un moment digne d'être immortalisé. Le restaurant est devenu silencieux. Le quatuor à cordes a hésité à mi-note. À l'intérieur de cette enveloppe, il n'y avait ni argent ni carte. C'était une lettre de désaveu signée par chacun d'eux. Mon cadeau de remise de diplôme. Je l'ai plié une fois, 2 fois, et me suis levée. Pas de mots, pas de scène, juste le silence et le poids du papier dans ma main. Ils pensaient avoir écrit ma fin. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils venaient de commencer la leur. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez comment le silence réécrit tout. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était assorti d'indicateurs de performance. Mon père, Monsieur Dubois, mesurait la valeur et le retour sur investissement. Ma mère, Madame Dubois, la mesurait en apparition. Ma sœur, Amélie, se trouvait être l'équilibre parfait des deux. Lors des dîners, j'étais toujours présentée en dernier. Amélie est associée senior à Paris. Ma mère rayonnait, sa main reposant fièrement sur l'épaule de ma sœur. Puis son ton s'adoucirait presque avec des excuses. Et voici Chloé. Elle étudie encore. La même pose, le même sourire poli comme si j'étais un projet en retard, toujours en attente d'approbation. Les invités hochaient la tête, me regardaient brièvement, puis redirigeaient leur attention vers le champagne. J'ai appris à sourire en retour, tranquillement, prévisiblement. Notre salle à manger sentait toujours le cèdre poli et l'attente. Le lustre au-dessus de la table en cristal projetait une lumière fragmentée sur mon verre, dispersant des reflets qui ne se fixaient jamais vraiment. Je les comptais, de minuscules auréoles brisées, pendant que mon père discutait de marché et de fusion, et que ma mère répétait sa gratitude envers des donateurs qui confondaient vanité et vertu. Amélie s'épanouissait dans ce monde. Elle avait appris à glisser entre les conversations, quand rire doucement, quand incliner la tête juste assez pour paraître intéressée. Je l'étudiais comme une science. Chaque geste lui valait l'approbation. Chaque pose était calibrée. Moi, en revanche, je travaillais la nuit dans un café près du campus. La machine à expresso sifflait plus fort que n'importe quelle conversation à la maison. Là, les gens ne se souciaient pas des noms de famille ou des héritages. Ils voulaient juste que leur commande soit correcte et leur nom bien orthographié. J'aimais ça. C'était mesurable, propre, honnête. Un dimanche après un long service, je suis rentrée à la maison pour trouver Amélie assise au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, mon père versant du vin. Nous parlions juste de toi, dit-il en faisant tourner son verre. Amélie pense que tu perds ton temps derrière un comptoir de café. Amélie ne leva pas les yeux. Ce n'est pas une perte, papa. C'est formateur. Son ton était léger, mais la pointe était là, assez aiguisée pour trancher l'air poli. J'ai ri doucement, faisant semblant que ça ne piquait pas. Je finance mes études, dis-je. Mon père haussa les épaules. Les diplômes ne paient pas les factures, Chloé. Les chiffres le font. Souviens-toi de ça. Je voulais lui rappeler que je comprenais les chiffres mieux que quiconque dans cette maison, que je pouvais construire des systèmes, suivre des variables, modéliser des résultats. Mais son attention dérivait déjà vers Amélie. Après cette nuit-là, j'ai cessé d'essayer de me joindre à leur conversation. J'ai simplement commencé à observer, à collecter des données de la manière silencieuse qui avait du sens pour moi. Pourtant, il y avait des moments où je pensais que les choses pourraient changer. Comme lorsque j'ai obtenu une bourse de recherche nationale, je leur ai envoyé l'email avec la coupure de presse, j'ai attendu quelque chose. Ma mère a répondu 6 heures plus tard, tellement fière de toi, ma chérie. Nous avons un gala ce soir. On peut poster à ce sujet demain. Ils ne l'ont jamais fait. Ce fut le jour où j'ai compris quelque chose de simple mais de permanent dans ma famille. L'attention était une monnaie, et j'étais toujours la stagiaire non rémunérée dans leur empire. Je me souviens du son des verres en cristal cette nuit-là, comment ils tintaient parfaitement en rythme, comme si la maison elle-même célébrait mon invisibilité. Ce fut la nuit où j'ai appris ma place dans cette famille, quelque part entre le silence et la preuve. 2 jours avant la remise des diplômes, un message est arrivé dans le chat de groupe familial, un lien de réservation.
Maison Lumière, le même restaurant que ma mère réservait pour chaque événement marquant qui n'était pas le mien. Le message était simple. Dîner de pré-remise des diplômes pour Chloé. Tenue appropriée. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste une formalité enveloppée de contrôle. J'ai cliqué sur le lien. Mon nom n'était même pas sur la liste des invités. L'accueil des hôtes indiquait « Famille Dubois, Charles, Diane, Amélie ». Cette omission n'était pas une erreur. C'était une déclaration. 1 heure plus tard, Amélie m'a envoyé un message privé. Ne t'inquiète pas trop. C'est juste un problème de formatage. Formatage. Le mot résonnait dans ma tête. C'était ainsi qu'il me voyait. Une variable facilement supprimée. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau, les lumières de la ville scintillant contre la fenêtre comme de l'électricité statique. Ma boîte de réception brillait de notifications non lues d'investisseurs, de camarades de classe, de professeurs. Réalisation, jalon, reconnaissance. Rien de tout cela n'avait de poids lorsque les personnes qui vous avaient appris votre valeur vous mesuraient toujours dans le silence. J'ai fait défiler nos vieilles photos de famille, les vacances, les fêtes, les collectes de fonds, la posture impeccable de ma mère, les sourires répétés de mon père, le charme étudié d'Amélie, et moi toujours au bord du cadre, à moitié éclairé, à moitié vu. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que je le voyais sans espoir. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de l'université confirmant ma place pour le discours à la cérémonie de remise des diplômes. Mon mentor, la Dr Martinez, m'avait nominé pour le prix des jeunes leaders en technologie. Elle a écrit « C'est ton moment, Chloé. Prends-le en silence. » En silence. Ce mot a résonné comme une bouée de sauvetage, quelque chose de solide dans un monde fait de verre. J'ai fermé l'ordinateur portable et pris une longue inspiration. La lumière du soleil traversait les stores en lignes géométriques nettes. J'ai commencé à remarquer à quel point tout ce qui m'entourait était devenu précis. La tasse de café alignée avec le carnet, les papiers empilés par couleur, l'horloge tic-tac à un rythme régulier. C'était le premier moment où j'ai réalisé que ma vie n'était pas chaotique. Elle était organisée, juste plus par eux. J'ai souri. Le genre de sourire que l'on porte quand la preuve a déjà été collectée. La nuit précédant le dîner, la ville bourdonnait sous le poids de la pluie estivale. Les fenêtres de mon appartement étaient embuées au coin, le verre tremblait à chaque passage de train. À l'intérieur, tout était en ordre. Les papiers alignés, les écrans brillants d'un bleu doux. J'ai préparé une nouvelle cafetière, l'odeur coupant à travers la tempête extérieure, nette et enracinante. Mes doigts tapaient sur le clavier en rythme avec la pluie. Chaque ligne de données, chaque document archivé était un autre acte silencieux de rébellion. J'avais cessé d'essayer de m'expliquer des mois auparavant. Les explications étaient pour les gens qui voulaient être compris. Les archives étaient pour les gens qui voulaient être souvenus. Alors j'ai gardé des archives. Chaque formulaire de bourse, chaque lettre de prix, chaque ligne de code de mon projet Fluracine. Ce qui avait commencé comme une petite tâche de recherche avait évolué en quelque chose de réel, une plateforme de données qui aidait les petites entreprises de logistique à optimiser leurs itinéraires de livraison. Étienne s'occupait de l'analyse. Maya concevait l'interface utilisateur. Et moi, la barista avec un MBA, j'avais écrit l'algorithme principal. Ce n'était pas glamour, mais ça marchait. La percée est survenue un matin tôt, bien avant le lever du soleil, lorsque j'ai lancé une simulation qui a réduit les coûts de carburant de 12%. Je me souviens m'être penché en arrière, fixant les chiffres. Une preuve. Une preuve tangible, indéniable. Au moment où le symposium de start-up de l'université est arrivé, Fluracine était prêt. Ma professeure, la Dr Martinez, m'a arrêté avant que je ne monte sur scène. « Tu n'as pas besoin de te vendre, dit-elle. Montre-leur simplement comment ça marche. Laisse les données parler. » Elles l'ont fait. Lorsque la présentation s'est terminée, des applaudissements ont éclaté, polis au début, puis réels. Parmi la foule se tenait un homme en costume gris sur mesure. Nathan Morel, PDG de Transport Nord-Pont. Il m'a approché après. Son ton était mesuré, son intérêt sincère.
Vous avez construit quelque chose d'évolutif, dit-il en étudiant les graphiques. Mais plus que cela, quelque chose de juste. Juste, un mot que je n'avais pas entendu depuis des années. Nous nous sommes rencontrés 2 fois après cela. La 3e fois, il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Norpon voulait acquérir Fluracine pour 6,2 millions d'euros, plus un poste de directrice pour moi après l'obtention de mon diplôme. Je n'ai pas signé immédiatement. J'ai lu chaque clause, chaque souligne. Je voulais m'assurer que le système que j'avais construit, celui construit dans le silence, et non le privilège, restait intact. Quand j'ai finalement signé, ce n'était pas un triomphe. J'ai ressenti un équilibre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à construire mes propres archives. Des copies numériques de chaque document horodaté et crypté. Des reçus de transactions, des enregistrements de licences, des confirmations de paiement, le genre de piste écrite qui ne raconte pas seulement une histoire, elle la scelle. La nuit où j'ai reçu la confirmation de virement final, j'ai imprimé la lettre. Le son du papier glissant hors de l'imprimante était plus net qu'un applaudissement. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert le chat de groupe familial pour la première fois depuis des mois. Le message le plus récent venait de ma mère. Une photo d'Amélie à un gala d'un cabinet d'avocats légendé, fierté ne suffit pas à le décrire. J'ai tapé une réponse simple, dîner de remise de diplôme confirmé. Je serai là. Pas d'émoji, pas d'explication. Après cela, j'ai nettoyé l'appartement comme je le faisais toujours avant les moments importants. Chaque objet avait sa place. Chaque ligne symétrique sur le bureau. Ma lettre d'offre, mon dossier de diplôme, et une petite enveloppe que j'avais gardée depuis l'enfance, une carte d'anniversaire fanée que ma mère m'avait autrefois donnée avec « à ma petite rêveuse » l'écrit dessus. J'ai placé les nouveaux documents en dessous, l'encre fraîche, le papier lourd. Minuit est venu doucement. J'ai fermé mon ordinateur portable, versé le dernier café, et regardé les lumières de la ville onduler sur le fleuve. J'ai pensé à ce dîner à venir, leur sourire, les caméras, la performance. Pour la première fois, je n'avais pas peur. Ils apporteraient leurs propres lettres, pensant qu'elles me définiraient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà signé quelque chose de bien plus permanent, mon indépendance. Je me suis endormie avec cette pensée. La pluie avait cessé. Le silence qui a suivi était presque cérémoniel. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La première lumière a attrapé le coin du bureau, brillant sur l'agrafe en argent retenant les contrats. J'ai touché le papier, légèrement, me centrant. Je ne me suis pas habillée pour eux. Je me suis habillée pour les archives. Un blazer propre, des cheveux attachés, des tons neutres. Le genre de look qui ne demande pas à être vu, mais exige d'être retenu. Avant de partir, j'ai aligné ma tasse de café à côté de l'ordinateur portable, exactement à 2,5 cm du bord. Habitude, ordre, preuve. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Les rues de Paris étaient encore humides, les reflets s'étirant sur l'asphalte. Mon reflet me regardait depuis la fenêtre d'un taxi qui passait. Calme, posé, quelqu'un que je reconnaissais pour la première fois. Lorsque je suis arrivée près de la maison Lumière, je me suis arrêtée devant les portes vitrées. À l'intérieur, je pouvais déjà voir le léger scintillement des lustres, la silhouette de ma mère, l'inclinaison familière de la tête d'Amélie alors qu'elle ajustait l'appareil photo de son téléphone. J'ai respiré une fois, calmement. Ils pensaient que ce soir était leur scène. Ils n'avaient aucune idée que le script avait déjà été réécrit, signé, scellé, horodaté. Cette fois, je n'entrais pas dans leur performance. J'entrais dans la preuve. L'hôtesse a souri en me voyant. « Famille Dubois ?» a-t-elle demandé. Son ton était professionnel, mais j'ai décelé un éclair de surprise lorsqu'elle a réalisé que mon nom ne figurait pas sur la liste de réservation. J'ai hoché la tête quand même. « Oui, dis-je. Ils m'attendent. » À l'intérieur, l'air sentait le beurre de truffe et l'indifférence coûteuse. Ma famille occupait la table d'angle sous un halo de lumière du lustre. Ma mère m'a fait un signe de la main comme s'il s'agissait de retrouvailles, pas d'une exécution. Amélie a légèrement levé son téléphone, cadrant la photo. « Chloé, ma chérie, dit ma mère,
sa voix sucrée. Nous avons quelque chose de spécial pour toi. Un serveur est apparu, déposant une enveloppe blanche immaculée près de mon assiette. Mon père s'est raclé la gorge, une autorité répétée remplissant la pause. Il est temps que nous allions tous de l'avant, dit-il. Ma mère a souri plus largement. De nous tous, a-t-elle ajouté. La caméra d'Amélie a tout capturé, l'enveloppe glissant sur le lin, mon expression illisible. Je l'ai ouverte lentement. Le papier était lourd, gaufré, légal. Nous, sous-signés, libérons et renonçons par la présente à toutes obligations et liens familiaux avec Chloé Dubois. Elle était signée par chacun d'eux. Des initiales parfaites, des boucles maîtrisées. C'était mon cadeau de remise de diplôme. La table regardait, attendant une scène. Peut-être une larme, peut-être une voix levée. Mais j'avais déjà vécu le vrai drame. J'ai plié le papier une fois, 2 fois, puis l'ai placé soigneusement à côté de ma cuillère à café. Merci, dis-je. Mon ton était égal, délibéré. Amélie cligna des yeux. Tu nous remercies. J'ai croisé son regard pour la clôture. L'air se tendit, fin comme du verre. Mon père se remua sur sa chaise. La main de ma mère plana au-dessus de son vin. Amélie abaissa légèrement son téléphone, ne sachant plus ce qu'elle filmait. Chloé, dit ma mère doucement. Tu n'as pas à rendre ça plus difficile, mais j'étais déjà en train de chercher dans mon sac. J'ai sorti un dossier du même gris neutre que le costume que Nathan avait porté le jour où il m'avait remis le contrat. Je l'ai posé sur la table et l'ai ouvert devant eux. À l'intérieur se trouvait l'annonce d'acquisition. L'entête de Transport Nord-Pont brillait sous la lumière. En dessous, mon nom, directrice des opérations de données, Flux Racine, responsable de l'intégration. Pendant un instant, personne ne parla. Le quatuor en arrière-plan changea de morceau, ignorant qu'il jouait la musique d'un enterrement. Amélie se pencha en avant, lisant plus vite. C'est à toi? Oui. Mon père fronça les sourcils, le genre qu'il réservait aux mauvais investissements. Tu l'as vendu? Je l'ai construit. Puis je l'ai vendu, dis-je calmement. L'accord a été conclu la semaine dernière. Ma mère essaya de retrouver son calme. Nous ne savions pas. Je sais, dis-je. C'était la première fois que je voyais ma mère vraiment sans voix. Le téléphone d'Amélie était toujours dans sa main, mais le voyant rouge était éteint maintenant. Mon père tendit la main vers son verre de vin, mais sa prise trembla légèrement, suffisamment pour que le pied clique contre le marbre. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement levé. Vous pouvez garder la lettre, dis-je, en faisant glisser leur papier de désaveu sur la table. J'ai déjà la mienne. L'ironie tomba doucement, parfaitement. Derrière moi, j'ai entendu Amélie murmurer quelque chose, peut-être une supplication, peut-être une malédiction, mais je ne me suis pas retournée. Lorsque j'ai atteint l'embrasure de la porte, le doux piano du restaurant a rempli le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai fait une pause, une main sur le cadre, les lumières de la ville se reflétant dans la vitre devant moi. Dans ce reflet, je les ai vus toujours assis là, entourés du monde qu'ils avaient construit, lumineux, poli, vide. Dehors, l'air était plus froid que prévu. Ils sentaient la pluie et la liberté. J'ai vérifié mon téléphone. Nouveau message de Nord-Pont. Notification des médias qui reprenaient déjà l'acquisition. Des preuves. Toutes horodatées. L'enveloppe dans ma main semblait plus légère maintenant. Juste du papier et de l'encre, rien de plus. Ils m'avaient donné leur silence il y a des années. Ce soir, je le leur rendais, perfectionné. L'air nocturne de la scène était plus vif que d'habitude, assez pur pour rincer tout ce qui me collait de l'intérieur de ce restaurant. La ville pulsait au-delà des tours de verre, indifférente et vivante. J'ai marché sans hâte, le bruit de mes talons se mêlant au bourdonnement des voitures qui passaient. Chaque pas portait moins de poids. Quand j'ai atteint mon appartement, le ciel s'était éclairci en un début d'aube. Une lumière pâle filtrait à travers les stores, peignant des motifs silencieux sur le sol. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir à côté de mon diplôme encadré. Leur lettre paraissait petite à côté de la nouvelle. L'offre de Nord-Pont, estampillée, définitivement signée, 2 documents, 2 versions de mon nom.
L'une qu'ils avaient effacée, l'autre qu'ils ne pouvaient pas. J'ai fait du café comme toujours, le versant lentement, régulièrement. La tasse a cliqueté doucement contre la table. Ce son était devenu mon pouls, mesuré, contrôlé, vivant. Je n'ai pas relu leurs lettres. Elle avait déjà servi son but, un horodatage marquant le moment exact où j'ai cessé de demander à appartenir. Maintenant, elle reposait derrière une vitre, aplatie entre des réalisations qui ne pouvaient pas être supprimées. Mon téléphone a vibré une fois. Un message d'Amélie. Nous ne voulions pas dire ça comme ça. On peut parler ? Je l'ai fixé un moment. Les points clignotaient, disparaissaient, clignotaient à nouveau. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Certains messages ne sont pas censés être répondus. Ils sont censés faire écho dans le silence. La lumière est devenue plus chaude à l'extérieur, la ville s'est étirée, réveillée, les camionnettes de livraison, les joggeurs, le rythme d'une autre journée ordinaire. J'ai ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air. Quelque part en dessous, un train a crissé métal contre métal, brut et honnête. Dans le reflet sur la vitre, j'ai vu une femme qui n'avait plus besoin d'expliquer pourquoi elle se tenait là seule. J'ai pris leurs lettres une dernière fois, les plier soigneusement et les glisser derrière le cadre de mon diplôme. Non pas cachés, juste placés en ordre. Preuve de ce qui était, preuve de ce qui a changé. L'air dans la pièce s'est stabilisé. Mes épaules aussi. Le silence enfin ne semblait pas vide. Il semblait mérité. La vengeance ne sonnait pas comme une victoire. Elle sonnait comme une respiration calme dans une pièce silencieuse. Le genre de silence que l'on choisit, pas celui qui vous est imposé. Les familles se brisent bruyamment. La paix se reconstruit tranquillement. Ils m'ont effacé de leur histoire, mais je suis devenue la note de bas de page qu'ils n'effaceront jamais. Certaines histoires ne se terminent pas par le pardon. Elles se terminent par la clarté. Si vous avez déjà été la personne silencieuse dans la pièce, celle que tout le monde a sous-estimée, celle-ci est pour vous. Regardez jusqu'à la fin car parfois le silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie, et le calme qui s'ensuit.